Ahlan wa sahlan, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait vidéo et que je me suis pas adressé à vous et que je ne vous ai pas fait partager mes récentes découvertes et mes altercations récentes avec la communauté maghrébine sur Facebook et les réseaux sociaux. Et effectivement, j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, j'avais beaucoup de choses à vous dire, et effectivement, la dernière vidéo sur la génétique, en tout cas sur la famille génétique méditerranéenne, a évidemment fait beaucoup de polémiques, et ça ne s'est pas résumé qu'au domaine de YouTube, hein. Il y a beaucoup de gens qui évidemment réagissent de façon assez épidermique, sans essayer de poser la réflexion et essayer de se poser la question, de se dire finalement, est-ce que ce que j'avais fait était quelque chose de bénéfique ou pas? Et si finalement ce n'était pas une remise en question, une réflexion profonde qu'il fallait apporter en réponse? Non, rien de tout cela. J'ai eu malheureusement beaucoup de réponses de gens qui se sont vraiment érigés en juges, hein, donc qui se sont mis à juger euh, ma personne au lieu de juger le travail et de juger ce qui en est réellement, parce qu'en fait finalement tout est idéologique. Je veux dire, bon, les médias on le sait, chaque média défend une idéologie, une certaine façon de penser évidemment, défend un camp, a un parti pris. Sauf que là, on a les individus qui ont un parti pris pour eux-mêmes, ou que sais-je, ou une idéologie effectivement qu'ils suivent, parce qu'il a des idéologies, que ce soit le néopunisme des néopuniques, enfin certains les appellent les amaziristes, moi je préfère dire néopuniques, hein, c'est le terme que je leur donne. Euh, Certains sont plutôt panarabistes, certains sont plutôt modernistes, d'autres humanistes. Enfin voilà, vous avez évidemment beaucoup d'idéologies qui se greffent à la pensée des gens de chez nous et qui finalement influencent leur réflexion. Et ce qui est bien dommage, ce qui est bien dommage, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à poser un débat, on n'arrive pas à aller au-delà de ce que nous pensons, c'est-à-dire se dire que peut-être que il y a, si vous voulez, un fragment de vérité chez l'autre et chez moi aussi, donc finalement, peut-être qu'il y a matière à réflexion et que finalement, il ne faut pas condamner les gens parce qu'on n'est pas d'accord, mais plutôt parce que finalement, on a vraiment trouvé quelque chose à leur répondre, si vous voulez, à leur rétorquer. Mais non, c'est pas ça. Là, j'ai eu beaucoup de gens j'ai pas eu d'arguments, j'ai pas eu de choses sérieuses sur le fait que les berbères, enfin en tout cas les berbéroïdes, ce qu'on peut appeler, comme on peut appeler la majorité des Méditerranéens, il y a très peu de gens qui ont vraiment été dans la réflexion, sont allés chercher dans la génétique, sont allés fouiller et aller me dire, voilà, là t'as tort, là t'as raison, là t'as tort, là t'as raison. Enfin, il n'y a pas eu si vous voulez, il n'y a pas eu de réflexion. Dans tous les cas, c'est à chaque fois, excusez-moi de me répéter, mais c'est à chaque fois épidermique et c'est à chaque fois des réactions infantiles. C'est-à-dire, voilà, tu défends pas mon idéologie, je suis pas d'accord avec toi, tu ne dis pas ce que je dis, donc forcément t'as tort. Non, c'est à un moment donné, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec l'égoïsme, mais vraiment bas de gamme. Ayez un ego, mais un ego, si vous voulez, qui pousse vers le haut, pas un ego qui tire vers le bas. Parce que l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on soit tous capables de réfléchir, d'être fiers de nous-mêmes et d'arriver à des réflexions sérieuses qui tirent le débat vers le haut et non chaque fois qu'un maghrébin sort du lot et ose dire une contre-vérité et ose sortir un petit peu des sentiers battus, on lui tire c'est une balle dans les jambes ou on lui met un bâton dans les roues. Faut arrêter avec ça. À un moment donné, il faut vraiment avoir des réflexions sérieuses. Donc voilà, je voulais en tout cas revenir sur un sujet que je pense que beaucoup connaissent, hein, sur Facebook, hein, on en parle souvent, c'est, si vous voulez, la berbérité des Romains. À quel niveau ils sont berbères? Alors, bon, moi j'ai eu quelques réponses sympathiques par rapport à ça. Certains de nos abonnés nous ont dit tout simplement il y a trois Italies. Donc il y a l'Italie du Nord, donc qui est très barbaresque, très typé comme le franc, comme le germain, comme tous les Européens du Nord, on va dire. Euh, Très celte, hein, tout simplement. Et après, on a l'Italie du centre, qui est un petit peu, qui métisse, si vous voulez, qui est à la fois barbaresque et à la fois berbéroïde, donc un petit peu comme le sont par exemple les Kabyles, voire peut-être un peu plus qu'eux.
Après, il y a au sud de l'Italie, la troisième Italie, c'est l'Italie qui est vraiment, mais vraiment berbéroïde. Là, c'est l'Italie du sud, là, on s'approche de la Sicile, et comme vous le savez très bien, la Sicile, surtout la région est, est vraiment très berbéroïde. Nous avons publié justement un article là-dessus, où je vous invite à aller sur le site, hein, vous pouvez aller sur notre site http enfin slash pardon, deux fois slash pardon, marocatlantis.org. Vous pouvez aller sur notre site, vous verrez, vous avez le lien ci-dessous de toute façon, vous verrez que on a fait des publications, des études sur la génétique par rapport aux Siciliens, par rapport aux Italiens du Sud, et c'est très intéressant, vous allez voir, de toute façon, sans en arriver à faire de grandes recherches, parce qu'évidemment ça demande beaucoup plus que ça, hein, en termes de recherche. Vous pouvez déjà voir, observer le phénotype sicilien, vous pouvez observer le phénotype sud-italien, vous allez voir que vraiment il y a une ressemblance frappante avec les Maghrébins, euh, qui n'est pas sans laisser penser à véritablement une époque, un âge d'or, une époque où il y avait vraiment des civilisations euh, berbéroïdes, c'est-à-dire, je pense notamment à l'époque hellénique, où il y avait les Grecs, donc les Hellènes, hein, de leur vrai nom, qui étaient justement sur cette île, enfin, ce qu'on peut appeler ça comme ça, cette région, donc ce pays, et évidemment, il y a il y a tout un récit à étudier là-dessus. Par exemple, vous avez Diodore de Sicile, qui est l'un de mes préférés en termes d'histoire, hein. Donc, j'aime bien l'appeler le, le- le père de l'histoire, même si le titre revient plutôt à Hérodote. Mais en tout cas, ce personnage très intéressant qui est Diodore de Sicile est de cette région-là, de cette île, hein. Bon, c'est une île, il faut dire ce qui est. Maintenant, c'était un personnage d'ailleurs qui est très en faveur de la berbérité et de nos ancêtres, hein. Faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les historiens euh, d'après, qui seront des historiens d'origine celtique et barbare, qui vont modifier ce qu'est vraiment la Sicile et la Méditerranée dans son histoire et sa généalogie. Là, en l'occurrence, vous avez vraiment en face de vous, en Diodore de Sicile, un berbéroïde pur et dur, et qui va vraiment vous parler et vous enseigner l'histoire comme on vous l'a jamais enseigné. Donc pour ça, je vous dis, essayez en tout cas, de voir par rapport à ce personnage-là. Moi, je dis juste que voilà, vous avez en tout cas pas mal de choses, pas mal d'éléments. Vous pouvez regarder par rapport à ce qu'a été l'Italie, en tout cas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez même avant de. Bon, j'ai publié beaucoup de choses, donc les portraits Fayoum, c'est là où je veux en venir. Vous pouvez regarder les portraits Fayoum, vous pouvez regarder tout simplement ces portraits très anciens qui vont vous montrer ce qu'était le phénotype italien, romain, avant, si vous voulez, la barbarisation, avant l'invasion barbare. Et évidemment, d'autres vous diront, non, écoutez, c'est des portraits Fayoum, donc d'Égypte, donc forcément, c'est pas des vrais Romains, bien sûr, mais bien sûr. Sauf que vous allez rechercher d'autres portraits qui sont tout simplement d'Italie ou des régions européennes, et vous allez trouver justement ce phénotype berbéroïde qui revient très fort, surtout chez les Byzantins, surtout, parce ils n'ont quasiment, pratiquement pas eu de métissage avec les barbares, contrairement aux Romains de l'Ouest. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ça comme élément, vous pouvez étudier les Fayoum, mais vous avez aussi d'autres éléments. Vous avez évidemment la mythologie, l'histoire, vous avez beaucoup de choses qui vont vous mener, si vous voulez, finalement, à comprendre ce que sont vraiment les Romains, ce qu'ils ont été, et évidemment de leur propre bouche, hein. Là, à un moment donné, c'est ce qui est limpide. Parce que beaucoup vont nous dire, voilà, en fait, finalement, vous faites ce que font les négro-centristes avec ce qu'ils appellent l'afrocentrisme, et en réalité, non, c'est pas du tout le cas. Nous, on fait pas du tout, si vous voulez, un travail de falsification historique et de récupération. Non, pas du tout, au contraire. On est vraiment on a toujours été, de toute façon, des gens humbles et modestes. On n'a jamais cherché à s'approprier une histoire qui n'est pas la nôtre, déjà. Mais en plus de ça, bah, je sais pas, on n'est jamais allé plus loin que la Méditerranée. Pourtant, il y a beaucoup de preuves de liens entre nos civilisations et l'Asie et d'autres contrées. Mais on n'est jamais allé plus loin que la Méditerranée, on a toujours été humble et on est resté dans notre petite Mare Nostrum, hein. Donc voilà. Et ce que je voulais dire en tout cas, c'est que on a fait des études vraiment sérieuses. On n'est pas arrivé là comme ça en agitant le drapeau. Ouais, on est tous méditerranéens, on est tous berbéroïdes.
Non, ça a pris du temps, ça a pris des années, il y a eu beaucoup de recherches et surtout il y a eu des moments d'hésitation. C'est-à-dire on voulait pas, même c'est pas parce qu'on avait la preuve vraiment sous nos mains qu'on allait forcément l'avancer et dire voilà. Vous voyez, les Romains étaient berbères, enfin étaient berbéroïdes plus précisément. Euh, voilà, parce que quand on parle de berbère, il faut bien comprendre, hein, c'est quand même assez vaste et berbéroïde est un terme beaucoup plus sérieux quand on parle de toute cette génétique, toute cette famille génétique qui est vraiment immense. Alors que bien sûr, quand on parle de berbère, on parle d'une partie de celle-ci, c'est un peu plus compliqué. Enfin, en tout cas, voilà. Je voulais dire justement que voilà, on a découvert pas mal de choses sur le romain, on a découvert pas mal de choses sur les Grecs, enfin les Hellènes, pardon, et on sait évidemment que les liens entre nous sont forts, sont évidemment civilisationnels, évidemment culturels, religieux, tout ce que vous voulez, mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est même pas que nous on dit ça, si vous voulez qu'on impose cette idée-là, mais c'est que le fait que c'est une réalité, et c'est au sens bah, déjà concret, on voit quand vous visitez ces pays ou quand vous observez les phénotypes, vous allez voir par vous-même, en Albanie par exemple, vous allez voir vraiment des gens qui nous ressemblent, et pas qu'un peu. Et ça ne se résume pas qu'à l'aspect physique, il y a aussi l'aspect culturel, l'aspect religieux, l'aspect historique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vient de leurs propres auteurs, c'est leurs propres historiens. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire vous allez regarder chez les historiens helléniques, vous allez vraiment trouver des historiens qui vont vous balancer le fait que leurs ancêtres sont des rois éthiopiens, vont vous balancer le fait que leurs origines libyennes, leurs croyances d'origine libyenne, vous balancez pas mal de choses. Quand Alexandre le Grand reçoit le titre de fils d'Amon, Amon, que je le rappelle, est évidemment le nom égyptien pour désigner le dieu Zeus, hein, chez les Hellènes. Euh, c'est pas, il n'a pas fait ça en Ukraine, hein, il n'a pas fait ça en Europe du Nord ou en mer Baltique ou que sais-je. Il a fait ça en Libye. C'est en Libye, c'est-à-dire c'est en Afrique du Nord et plus précisément proche de la Cyrénaïque, c'est-à-dire le désert libyque, hein, donc à l'ouest du Nil, c'est-à-dire Siwa, ce qu'on appelle aujourd'hui Siwa, étant ce qui est vraiment véritablement Ammonia et dans le temple d'Ammon. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'histoire parle d'elle-même. Vous avez vraiment des faits qui vous montrent que ce qui fait, si vous voulez, l'identité hellénique, gréco-romaine, comme on aime à l'appeler, c'est vraiment la Libye, c'est vraiment l'Afrique du Nord, c'est la source. Faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Égypte, d'ailleurs, chez les Hellènes, est évidemment la mère des nations en termes de religion. C'est-à-dire, c'est de là que vient toute leur croyance. Et ils le disent, hein, c'est pas moi qui va le chercher, qui va inventer ces choses-là. C'est vraiment dans les textes. Faut lire, faut suivre Diodore de Sicile, faut lire Hérodote et suivre ces gens-là dans leur raisonnement. Vous allez comprendre et vous allez tout de suite, évidemment, avoir un avis beaucoup moins arabisé, beaucoup moins orientaliste et beaucoup moins euh, dur sur la question. Vous allez vous ouvrir et comprendre ce qu'est vraiment la Libye et ce qu'elle a influencé, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si l'Hellénie, donc la Grèce et l'Italie sont porteuses de civilisation pour l'Europe, c'est tel un arbre qui pousse, avec évidemment des branches qui vont vers l'Asie, l'Orient, l'Occident, en tout cas et vers le Nord, l'Europe, qui poussent, mais les racines de l'arbre sont bien, bel et bien enracinées en Libye. C'est en Libye que l'arbre a poussé. Et les racines sont, voilà, sont chez nous. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, mais après vous avez aussi des auteurs romains, vous avez bon, Diodore de Sicile est un auteur romain d'ailleurs, mais je dis par là, vous avez des penseurs romains, des écrits, des citations romaines, vous avez beaucoup de choses où vous apprenez le lien fort qu'il y a entre morts et romains, une origine commune, vous avez beaucoup de choses qui vous montrent que, évidemment, les Romains n'ont jamais considéré nos peuples comme des barbares. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous cherchez dans les textes historiques, vous ne trouvez pas de termes barbares en ce qui concerne nos civilisations. Au contraire, vous avez les termes morts, les termes numides, les termes euh, éthiopiens, les termes libyens, vous avez enfin, beaucoup de termes qui reviennent africains, mais jamais, jamais, jamais barbares. Pourquoi? C'est simple.
D'ailleurs, vous voyez très bien, enfin, en tout cas, vous le lisez, je veux dire, pardon, dans les pays germaniques, les pays scandinaves, sont désignés comme barbares, à une même époque où nos pays à nous étaient valorisés, étaient incorporés dans l'armée romaine et valorisés, considérés comme des nations voisines et frères et proches. Si vous voulez, d'ailleurs, les Romains, quand ils arrivent dans les pays scandinaves, ils balayent les religions locales, ils balayent les foi locales et les dieux locaux, pardon. Euh, mais à aucun moment ils font ça chez nous. Quand les Romains arrivent chez nous, au contraire, ils font un sacrétisme. Ils disent, voilà, ça c'est le nom que vous donnez à ce dieu-là, bah nous on l'appelle Mars. Vous voyez, vous l'appelez Amon, nous on l'appelle Jupiter. Vous voyez, etc., etc. Vous l'appelez Anzar, nous on l'appelle Neptune, etc., etc. Les Romains ont toujours été de grands civilisateurs, certes, mais en tout cas, ils n'avaient jamais, à aucun moment, considéré les Libyens, les Nord-Africains, comme des barbares, comme des étrangers, des barbarus. Ils les ont toujours considérés, au contraire, comme les porteurs de l'âme, si vous voulez, méditerranéenne. Et donc, ils cherchaient toujours à se connecter avec eux, à essayer de trouver une certaine sympathie avec ces derniers, à créer quelque chose, une connivence, un point de ralliement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si le grenier de Rome se trouve dans l'actuelle Algérie, enfin au Maghreb, en Hespérie, c'est parce que vraiment c'est là que tout se passe, aussi bien spirituellement que économiquement, enfin tout simplement. Même aujourd'hui, quand l'Italie, il n'y a pas si longtemps, voulait avoir son pétrole, avoir son soutien enfin, énergétique, je veux dire, et ben c'est pas vers l'Arabie qui se sont tournés, ou vers quel pays, je sais pas quel pays d'Amérique latine, ils se sont tournés vers la Libye. Et ainsi de suite. L'histoire fait que les Romains sont dépendants de l'Afrique du Nord et surtout ont toujours eu un amour profond et un besoin vital de nous pour vivre, pour survivre face au monde. En tant qu'empire, hein, je parle, hein, bien sûr, en tant que royaume, ils s'en sortiraient même sans nous. Euh, En tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai envie de revenir sur l'invasion barbare de Rome, c'est-à-dire le moment où les Romains ont perdu leur empire, ont été détruits. Et il y a beaucoup de choses qui circulent hein, sur Internet par rapport à ça, et je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir des avis très divergents du mien, je le comprends et je le conçois, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand même il y a une différence entre ce que l'histoire nous sert et ce qu'elle nous cache, c'est-à-dire entre ce que la vérité officielle veut nous imposer et ce que la vérité officieuse euh, cache, et évidemment, c'est-à-dire, enfin, c'est pas elle qui le cache, hein, c'est bien sûr les historiens qui divulguent les choses ou qui les occultent, hein, c'est à eux de décider. Mais enfin, je dis juste qu'il y a quand même une occultation grave, c'est-à-dire à un moment donné, on nous cache des choses, et je parle par exemple du fait que les Romains étaient berbéroïdes avant l'invasion barbare. Ça, c'est quelque chose d'important. Je dis juste une chose, ce qui a causé la destruction de l'Empire romain, c'est justement d'avoir accepté ces barbares. Ce qui a sauvé l'Empire romain, par contre, ça a été d'accepter les Libyens dans leur sein, dans leur empire, au plus haut niveau. Je pense que vous connaissez tous Septime Sévère, je pense que vous voyez à peu près de qui je veux parler. On a eu le sauvetage de l'Empire romain par ce personnage. Donc, quand l'Empire romain était au bord du précipice, les armées de Septime Sévère à Leptis Magna n'ont pas hésité à franchir la Méditerranée pour venir porter secours à l'Empire romain. Voilà, ça c'est une chose. Bien sûr, dans cette dynastie des Sévères, hein, dans cette dynastie, il va y avoir évidemment toute une lignée de rois, hein, euh, plus ou moins nord-africains, parce qu'il va y avoir évidemment un métissage qui va se faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, l'Empire romain, les Romains en tout cas, ils vont tous être heureux à l'arrivée de ces Libyens. Au contraire, ils vont être heureux d'avoir été sauvés par ces gens-là. Et à cette époque-là, oui, les Romains faisaient rentrer les Libyens partout en Europe. Leur ouvraient les portes, leur demandaient leur soutien, achetaient leur soutien d'ailleurs en tant que mercenaires. La cavalerie mort, on la connaît, la cavalerie numide, on la connaît beaucoup plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu évidemment beaucoup de, de, de,
connexion, d'interconnexion au niveau militaire et social avec l'Empire romain. Sans oublier bien sûr le point de vue économique. Nous avons toujours été les bons fournisseurs de blé et cette main-d'œuvre pas chère, et bien sûr le fournisseur d'huile d'olive, etc., qui était évidemment quelque chose de très 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 important à cette époque-là, presque autant que le pétrole aujourd'hui. Donc je veux dire juste par là que ça a été une époque, un âge d'or, quand les Romains nous acceptaient, nous appelaient au secours pour qu'on les aide. Ce qui a été beaucoup plus négatif, c'est vers la fin, c'est quand les Romains incorporaient dans leur armée des barbares, donc des Germaniques, des Scandinaves, etc., des Celtes, et quand les Romains vont finir par céder, si vous voulez, quand les Huns arrivent en Europe et commencent à rasier l'Europe de l'Est, et commencent à attaquer ces peuplades ces peuplades germaniques, enfin ces peuplades, si vous voulez, je parle des Goths, des Visigoths, tout ça là, ils vont évidemment chasser tous ces gens-là de leur terre, ils vont les repousser. Et donc ces gens-là vont vraiment être des migrants, et ils vont tout simplement fuir leur pays, partir de plus en plus vers l'ouest jusqu'à atteindre la France, l'Espagne, et leur fuite, en fin de compte, là où elle s'arrête, c'est face à l'Empire romain. C'est-à-dire, est-ce que l'Empire romain laisse passer ces réfugiés militaires, hein, le terme est là, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été chassés par les hordes de Huns. Alors les Huns, faut les rappeler, hein, c'est l'armée de Attila, etc. Bon, c'est encore un sujet assez complexe qu'il faudrait étudier en profondeur, mais en tout cas, on sait que c'est des gens qui viennent d'Asie, enfin en tout cas de ce qu'on peut appeler l'Asie des plaines, hein, donc voilà. Donc ils arrivent, ils chassent les Européens, les Romains ont un choix à faire. Soit ils accueillent ces gens-là, ces migrants, soit ils les repoussent et leur disent voilà, restez chez vous, combattez les uns, mourrez dignement, nous on vous laissera pas passer, chez nous c'est plein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils les ont pris en pitié, ils les ont acceptés en Espagne, ils les ont acceptés partout, et ils sont arrivés dans leur empire, et finalement qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens-là vont se retourner contre Rome. Ces gens-là vont profiter je ne sais pas si on peut dire gentillesse, je pense que les Romains ont fait ça aussi d'un point de vue tactique. Ils ont voulu trouver un allié en eux, ce qui n'est pas tout à fait faux finalement. Ils auront quand même une alliance avec eux, en tout cas assez temporaire, mais qui aura permis en tout cas de stopper les Huns en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelle erreur, mais quelle erreur d'avoir accepté les barbares, de les avoir laissés rentrer dans l'Empire romain. C'est justement à ce moment-là que nous avons tout simplement la fin programmée de l'Empire romain, parce que les Rodéric, tout ça, tous ces rois qui vont finalement émerger, les Wisigoths en Espagne, qui vont arriver dans le nord du Maroc, dans le Rif, qui vont traverser toute cette région jusqu'à atteindre la Kabylie, nouer des alliances avec les Kabyles, et puis finalement continuer vers Béjaïa, vers Bougie, et aller plus loin jusqu'à s'imposer en Tritonie, en Tunisie, et justement prendre Carthage et devenir vraiment un véritable royaume d'Afrique du Nord basé, si je me trompe pas, en tout cas c'est Béjaïa, moi c'est ce que j'ai lu, hein. Si c'est bien ça, vous me confirmerez. Ils ont établi leur capitale, les Visigoths, les Vandales ont établi leur capitale à Béjaïa, et donc à partir de là, si vous voulez, un véritable royaume nord-africain contrôlé par des barbares. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que non seulement ils vont trahir Rome, ils vont créer un royaume, ils vont être soutenus par les Kabyles, ils vont trouver du soutien voilà, local, ils vont utiliser, si vous voulez, la misère et les idées tordues de certains pour piller Rome, pour justement saccager Rome. Ils vont couper le blé, si vous voulez, couper l'approvisionnement de blé depuis le grenier de Rome, qui est l'Algérie, et justement couper cet approvisionnement, et faire même du chantage, si vous voulez, sur le prix pour que les Romains payent plus cher s'ils veulent que leur cargaison arrive à bon port. Et ensuite, d'ailleurs, il y avait un moment donné où les Romains avaient l'occasion de terrasser les Vandales, et ils ne l'ont pas fait. Bon, en tout cas, les Byzantins s'en chargeront quelques années plus tard. Et en tout cas, voilà, c'est tout simplement, à partir du moment où les forces de Rodéric
si je me trompe pas, de souverain, parce qu'il y a quand même, il y en a un autre aussi, hein, qu'il faut pas confondre avec celui-ci. Mais en tout cas, le souverain des Vandales qui va arriver en Italie et justement prendre Rome, saccager Rome, la vandaliser, d'où leur nom, hein, les Vandales. Euh, le vandalisme, hein, qui est d'ailleurs un terme qui vient de là, ils vont, à partir de là, si vous voulez, prendre le pouvoir. Donc il va demander à se faire couronner roi, etc., des Romains, etc. Donc c'est, si vous voulez, c'est la prise de pouvoir des barbares sur le monde civilisé. Et à partir de là, comment pourrais-je vous l'expliquer? À partir de là, c'est, voilà, c'est tout simplement, euh, on a enclenché la destruction. C'est-à-dire le mécanisme de la bombe est activé. À partir du moment là, c'est-à-dire ce sera la déchéance de siècle en siècle. Mais en tout cas, à partir de là, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura euh, l'arrivée massive, pardon, de migrants vandales, barbares, en tout genre, et qui vont fusionner vraiment avec l'Italie, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie qu'on connaît, c'est pas l'Italie de l'époque romaine, hein. Là, ils vont vraiment fusionner avec ces populations-là, s'installer, voire carrément déposséder certains. Enfin voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pape de cette époque a été un petit peu forcé d'accepter, de couronner un barbare, si vous voulez. C'était ça où il perdait tout. Donc il a accepté, voilà, de le couronner roi des chrétiens, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de cet instant, Rome a tout perdu. Parce que en acceptant les barbares, déjà d'entrer, de les laisser rentrer dans la civilisation, les utiliser comme mercenaires, les laisser rentrer dans l'armée, les laisser apprendre, si vous voulez, comment fonctionne une véritable armée régulière, enfin tout ça, a été une faute énorme et délaisser la Libye, parce que je pense que de toute façon, le vrai fond du problème, c'est qu'à partir du moment où Rome est devenue chrétienne, elle a vraiment commencé à avoir un mépris vis-à-vis des Nord-Africains, des Maghrébins, je parle précisément. Parce que avant cela, quand ils étaient pas encore chrétiens, donc ils étaient polythéistes, donc ils adoraient leur divinité ancienne, dont Allah, c'est un autre sujet. euh, ils ont, à ce moment-là, ils avaient une espèce d'amour pour nous, parce qu'ils avaient des liens, si vous voulez, civilisationnels envers, voilà. Mais à partir du moment où ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus vraiment, vraiment renfermés, vraiment sectaires et vraiment mauvais. C'est-à-dire ils n'aiment pas leur Dieu, ils n'aiment plus leur identité pré-chrétienne, et bien sûr, ils n'aiment pas nous, les Libyens, qui incarnons un petit peu ce qu'ils étaient avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin ce qu'ils ont été à un moment donné quand ils sont devenus chrétiens. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, à partir de là, c'est ce qui a causé la perte de Rome, c'est de s'éloigner des Libyens et de se rapprocher des barbares, parce que ça a été vraiment l'erreur de trop. Et évidemment, quand ils ont fait rentrer, les barbares, ça a été aussi le cataclysme et le début de la fin programmée de l'Empire. Alors beaucoup vont dire que c'est parce ils ont été quelque part, c'est pas forcément par rapport aux barbares, c'est parce qu'ils ont été dans une déchéance, dans la vulgarité, dans les orgies, dans tout cet excès moribond qui finalement les a tirés vers le bas, etc. J'y crois pas. Je pense que c'est vrai que un empire, à partir du moment où il commence à être dans l'oisiveté, et être dans l'excès, dans la richesse, dans tout ça, les gens ne veulent plus se présenter dans l'armée, les gens ne veulent plus défendre leur nation, ils perdent, si vous voulez, la jalousie, enfin la jalousie, la fierté. Bon, je dis la jalousie parce que ça, c'est par faute, c'est par habitude, hein, c'est ce que nous enseignent un petit peu les Arabes, hein. Donc la jalousie, c'est la fierté pour les siens, pour ça, voilà. Bon, je ne sais pas si le terme est tout à fait exact, mais je dirais plutôt que quand on perd, si vous voulez, son honneur, quand on perd sa fierté, qu'on ne défend plus, comme je l'ai dit, ce qui fait notre identité et ce qui évidemment fait notre fierté, à partir de là, nous devenons un petit peu des larves, nous devenons vraiment faibles. Évidemment, ça a pu causer une partie de l'échec de l'Empire romain, mais ce n'est pas ça qui a été le grand déclencheur. Ce qui a été le grand déclencheur, c'est à partir du moment où on a commencé à tolérer des barbares parmi nous. Et tout simplement, c'est ça, parce qu'à partir du moment où on a toléré ces gens-là, il y a eu évidemment beaucoup d'infiltration et si vous voulez,
de destruction interne, des gens qui retournent l'Empire finalement contre lui-même. Je rappelle quand même les taïfas. Les taïfas, c'est ces petits royaumes d'Andalousie, d'Espagne, pardon, qui ont, qui se sont menés la guerre l'un et l'autre, finalement pour des petits intérêts de rien du tout, où ils ont été finalement manipulés par les chrétiens ibères, donc espagnols, qui les ont entournés finalement les uns contre les autres, et finalement ont pris possession de leur royaume peu à peu, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Grenade à la fin. Et tout ça, c'est pas arrivé parce que les musulmans d'Espagne ont été vraiment naïfs, les morts d'Espagne, pardon, ont été naïfs. Cela est arrivé parce que tout simplement, on a commencé à sympathiser avec les barbares, à les accepter, à les incorporer dans nos armées, à considérer qu'ils sont finalement des êtres comme tous les autres êtres, et finalement ils méritent aussi bien que nous d'accéder à la civilisation. Mais ça a été une grave erreur. Les Romains l'ont fait, nous les morts nous l'avons fait en Espagne aussi, et on l'a payé très cher. Et donc je pense que l'erreur ça a été de, oui, d'accepter les barbares, parce que tout simplement dans la civilisation. Donc voilà les amis, il y a beaucoup de choses que je voudrais évoquer avec vous, mais en tout cas, ça c'est le sujet qui me tient à cœur en ce moment par rapport à Rome. Et évidemment, c'est le sujet principal, c'est le sujet qui me tient à cœur. Je pense que on a beaucoup de choses à en dire encore, hein, c'est pas fini. Les Romains, bien que de fins stratèges, ont vraiment commis une erreur en abandonnant leur religion pour le christianisme. Certes, ça d'ailleurs c'est Hitler qui le dit, hein, c'est ce qui a détruit les Romains, c'est pas les barbares, mais le christianisme. J'ai plutôt les deux. C'est voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous-mêmes aujourd'hui, ce qui nous a détruit, c'est un petit peu pareil. C'est finalement l'islam. En acceptant l'islam, on a aussi tout perdu parce qu'à partir de là, nous n'avions pas ces royaumes fiers et indépendants comme le royaume des Numides qui participait aux Jeux Olympiques à Athènes, etc. Il n'y avait pas on a perdu, vraiment, on a vraiment perdu d'un point de vue civilisationnel. On a, par contre, gardé quelque chose, hein. Il faut pas se leurrer, même en étant musulmans, les morts en Espagne ont vraiment diffusé la culture méditerranéenne au sens large. Et donc, ils ont été d'ailleurs des grands civilisateurs. Malheureusement, ce qui a été, voilà, comme je vous l'ai dit, notre perte, c'est d'avoir accepté les barbares. Je ne dis pas que les barbares n'ont pas leur place sur Terre, hein. Je sais très bien que vous m'entendez, vous voyez en moi quelque chose d'assez négatif, mais en fait non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont ils ont leur place sur Terre, nous avons la nôtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde méditerranéen n'est pas le monde barbare. Le barbare n'est pas fait pour vivre en Méditerranée de la même façon que nous, les Méditerranéens, n'avons rien à faire chez eux. Cela dit, le Méditerranéen a quelque chose d'extraordinaire, c'est il est polyvalent, il est capable de vivre chez lui, dans le nord et dans le sud, il est capable d'aller dans tous les coins de la planète. C'est ce qui fait sa force. D'un point de vue racial et civilisationnel, il a non seulement la capacité biologique de supporter tous les climats, mais il a en plus cette faculté civilisationnelle qui est de vivre partout et d'arriver à tout mettre en équilibre, ce qui n'est pas possible chez les barbares, qui évidemment ne comprennent pas notre mode de vie, ne comprennent pas nos valeurs et viennent, si vous voulez, non pas en civilisateur, mais en destructeur. Donc ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas de cohabitation, en tout cas au début peut-être, mais une fois qu'ils ont la main sur le pouvoir, évidemment, se retournent contre nous. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant qu'aujourd'hui, au Maghreb, il y ait beaucoup de descendants de ces vandales, et que les gens trouvent ça normal que ces derniers puissent représenter notre race et notre espèce, alors que je suis désolé, on ne les chasse pas, mais concrètement, ils ne sont pas libyens, et ils ne sont pas les représentants de nos peuples. Donc voilà, à partir de là, d'ailleurs, la nouvelle invasion, parce que finalement, quand les Français arrivent au Maghreb, c'est une nouvelle invasion vandale, hein. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est ça. Donc ces gens sont là, sont entrés en Algérie, vraiment déterminés à y rester. La France en Algérie, c'est phénoménal. C'est d'ailleurs un petit peu, je dirais pas, c'est exactement le même temps qu'ont passé les Vandales en Algérie et à l'époque de Roderick, etc. Mais je pense que les Français, avec la France, l'Algérie française, ont passé presque autant de temps. C'est un petit peu
Voilà, je sais pas, moi je fais une comparaison et je vous dis tout simplement qu'on a été envahi et que après il y a eu cet effort de vouloir se libérer, de retrouver une certaine dignité. Et à chaque fois, nos peuples se sont soulevés, mais à chaque fois, ils n'ont pas tiré les leçons des erreurs. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous avez les Algériens qui vont vous parler de métissage, qui vont vous parler de race blanche, qui vont vous parler de pas mal de choses, alors qu'ils n'ont pas compris que justement, ils ont été envahis par ces gens-là et qu'il ne faut pas considérer cette invasion barbare à la légère et qu'il ne faut pas considérer ces gens-là comme leurs frères. Je ne dis pas que pour autant il faut devenir panarabiste et se tourner vers l'Orient, mais il faut être ce qu'on est, des Méditerranéens, des peuples du milieu, des peuples berbéroïdes. Donc voilà les amis, je voulais vous parler de ça, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais juste en tout cas vous appeler à venir sur les réseaux sociaux, nous soutenir, à venir un petit peu voir ce qui se passe sur le site. Il y a quelques mises à jour à faire sur le site, donc quelques problèmes techniques, je vous demande de m'excuser par rapport à ça. Ce sera réglé et n'hésitez pas à venir liker nos articles, à les partager, à commenter. Si vous voulez nous soutenir, donc vous avez toujours enfin, le compte Tipeee, pardon, vous pouvez venir nous soutenir, et d'ailleurs les réseaux sociaux aussi, vous pouvez venir nous rejoindre pour nous soutenir, et il y a beaucoup de choses dont on peut discuter, et beaucoup de choses sont à venir. D'ailleurs, les prochaines publications seront très intéressantes, si elles ne sont pas déjà à votre goût. En tout cas, moi, je prends vraiment un plaisir à partager avec vous tout cela, parce que c'est vraiment ma passion, donc c'est pas juste pour les vues YouTube ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un plaisir. Après, évidemment, si vous soutenez notre travail, c'est encore mieux, donc c'est ça, je vous appelle à le faire davantage. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que notre civilisation est en grave danger. On a le devoir, pas juste le droit, le devoir de la défendre. Que vous soyez musulman ou libique ou que sais-je, vous avez le devoir de défendre votre civilisation, vous avez le devoir de défendre ce que nous sommes, mais bien sûr, évidemment, si vous êtes libique, c'est préférable parce que il y a une différence quand même dans la lutte identitaire, c'est que celui qui se bat juste pour sa nation, d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, c'est une très bonne chose et je vous encourage, hein, que vous soyez musulman, tout ce que vous voulez, je vous encourage à soutenir la berbérité, à soutenir la civilisation, l'Atlantide, tout ce que vous voulez, la Libye, tout ce qui est libique. Je vous invite à soutenir les morts, à soutenir toutes nos civilisations, toutes nos nations, quelles qu'elles soient, par rapport à sa culture, par rapport à son patrimoine. Je vous invite à le faire. Mais évidemment, ceux qui soutiennent notre civilisation d'un point de vue spirituel, d'un point de vue au niveau de son âme, si vous voulez, pas juste matériel, mais au niveau de son âme, là, c'est magnifique. Là, c'est vraiment, vous avez atteint le summum de ce qui est le militantisme libique. Donc, je vous appelle à soutenir ça et à souhaiter qu'un jour nouveau arrive, un jour où nous aurons notre monarchie libique, où nous aurons notre fierté. Et je ne parle pas comme font les néopuniques en disant Tamazra, en disant voilà une espèce de grande fédération alors qu'ils n'arrivent même pas à défendre leur palier. Non, je vous demande à chacun dans votre peuple, dans votre nation, de briller, de créer vos propres forces vives, bien sûr en commençant par un combat d'esprit, parce que avant le combat physique, il y aura le combat de l'esprit, et c'est là où on est encore perdant. Donc, je vous invite à le faire, parce que évidemment, la grande force, ce sera que nous soyons une pléiade de monarchies, une pléiade de nations fières et libres, et à partir de là, évidemment, nous pourrons construire une unité entre nous, mais pas avant. Donc voilà. Et je vous dis donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, prenez votre temps, ne faites pas de politique, faites d'abord de l'identitaire, de la civilisation, parlez de votre histoire, de vos croyances, apprenez le nom de vos plantes, apprenez le nom de vos animaux, apprenez à connaître votre écosystème, la culture, les traditions, les rituels de vos grands-pères et grands-mères. Et là, une fois que vous arriverez à tout cela et que vous saurez qui vous êtes, là vous saurez pourquoi combattre. Donc je vous dis à très bientôt les amis, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous soutenir. Salut à tous, à bientôt.